Bonjour tout le monde, re-bienvenue à une émission tout à fait spéciale, post-saison 1 du podcast qu'on a fait ensemble. Bonjour à Carl, qui est... Salut tout le monde! Première fois devant la caméra. qui est pas mon invité, en fait, là, t'es mon partenaire. Exact. Je pensais qu'on méritait de voir un peu ton visage. Donc voici la seule raison pour qu'on fait le podcast aujourd'hui. Non, en fait, ce que je voulais faire avec ce podcast-ci, c'est un peu un retour sur la saison qu'on a eue. Revenir sur un peu comment on est arrivé, comment on a fait ça. Et l'avenir aussi pour la saison 2, la saison prochaine. On suit les années universitaires, donc l'été, on ne fera pas d'émission originale avec des invités. La raison est assez simple, mettre ensemble deux professeurs, et nous deux, trouver un horaire commun. C'est déjà difficile. L'été, les gens sont en congé ou partent souvent dans des projets de recherche. Donc, c'est quasiment impossible de continuer dans ce format-ci. Donc, on fait un test aujourd'hui, sous un autre format, un peu plus simple pour nous à faire, mais quand même discuter de science et finalement de tout ce qu'on a discuté au courant de l'année. Mais entre nous deux, on apporte l'information, on va trouver un format qui permet de réfléchir sur différents enjeux, puis de sortir un peu d'un cadre avec des invités qui, des fois, amènent dans des discussions fort intéressantes. Mais ici, à deux, je pense qu'on va avoir un peu plus d'espace aussi. C'est ça, c'était vraiment une bonne idée quand tu m'as dit on pourrait faire ça rapidement, se faire un petit épisode recap de la saison. C'est très bien, c'est voir ce qu'on fait aussi. Comme tu dis, ça l'a pris... c'est beaucoup de planning, organiser ça avec les professeurs. Puis là, justement, l'été arrive tranquillement, pas vite. La neige commence à fondre. Ça va faire du bien de justement prendre le temps de faire un épisode ensemble, de discuter qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir, où est-ce qu'on s'en va, puis comment est-ce qu'on croit qu'on peut développer ça, ce projet-là, qui à la base est quand même un projet étudiant. C'est nous en tant qu'étudiants qui désiraient démocratiser la science d'une certaine façon. Puis, c'est une bonne première saison, mais c'est cool de regarder où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis, non subventionné, il faut le préciser. Ouais. Comme ça, on peut pas se faire dire qu'on est subventionné puis qu'on dit... Non, exact. C'est un bon point. C'est beaucoup d'énergie et de temps. On n'est pas à la même place. Toi, tu es à l'Université d'Ottawa, tu vis à Ottawa. Moi, je vis proche de Trois-Rivières. Je vais à Concordia, mais voilà. Moi, je vis proche de Trois-Rivières, fait que c'est quand même beaucoup d'organisations se rencontrer. On fait ça sur notre temps parce qu'on pense que ça vaut la peine, on pense que c'est intéressant, puis on aime bien ce qu'on fait. Puis on a eu des magnifiques rencontres cette saison-ci. Je pense que je pouvais pas m'attendre à aussi bien pour une première saison. Tous les professeurs qu'on a rencontrés, les spécialistes avec qui on a discuté, autant devant la caméra qu'à l'extérieur de la caméra, étaient des gens phénoménalement gentils. Oui, les gens, étaient ultra gentils. Et Ouais. deux, ça a été aussi le fun de filmer le après et le avant, parce qu'il y avait aussi d'excellentes discussions. Et les retours aussi de nos invités étaient aussi très bien, ils ont apprécié. Ouais, exact. Non, c'était très le fun. Tout le monde a été super sympathique. Tout le monde a été... je pense qu'il y a une sorte d'engouement dans le milieu académique de justement démocratiser le savoir, de sortir un peu du cadre de l'université qui est des fois... Je dis des fois, mais je dirais la grande majeure partie du temps très rigide et difficile d'accès. Fait que je pense que le podcast... étant ce qu'il est, permet cet accès plus facile. Puis je pense que le format qu'on a choisi tend à rendre les sujets un peu plus approchables. À certaines limites près, on s'entend, il y a certains experts qu'on a eus qui sont meilleurs que d'autres à vulgariser leur sujet. Oui. Puis je pense que ça, c'est une déformation professionnelle très courante. Il y a des disciplines plus difficiles que d'autres aussi à vulgariser. Ah oui, définitivement. Des sujets plus difficiles. Définitivement. Cher public, l'épisode sur les plantes, si vous aviez de la misère à suivre, je suis avec vous, OK? C'était parfois très complexe. Nos invités étaient phénoménales et vraiment intéressants.
étant spécialisé dans les religions chinoises, je peux pas vous dire à quel point les plantes, c'est loin de mon sujet d'expertise. Mais à ce niveau aussi, plantes, on peut s'y connaître dans la maison, mais au niveau génétique, c'est un autre. Exact. On est ailleurs. Mais c'est intéressant dans ce cadre-ci qu'il a un peu forcé aussi à vulgariser et je pense quand même à rejoindre un public. Ouais, effectivement. Vous nous direz ce que vous en pensez. On a eu des commentaires de beaucoup de gens, mais c'est tout le temps intéressant. Surtout, permettez-vous de nous laisser des commentaires, nous envoyer des messages. Oui, surtout sur YouTube, dans les commentaires. Ouais, exact. Comment vous pensez qu'on pourrait améliorer le tout? Parce que veux pas, comme on vous a dit, on est seulement deux, on travaille là-dessus et on fait du mieux qu'on peut pour améliorer le tout, mais s'il y a des choses qu'on voit pas, des fois c'est le fun de se le faire dire. Oui. Le format va changer un peu pour l'avenir, un peu plus structuré, avec des segments plus clairs. Aussi pour une des choses que j'ai pensé, j'aime la liberté de juste discuter pendant 1 heure, mais c'est la discussion qui domine, puis je veux que les invités amènent leur réflexion aussi, laisser un espace, leur dire d'avance, vous allez avoir un espace, et amener un sujet, amener une réflexion. Je veux que ce soit eux qui amènent des discussions, puis qu'on puisse enchaîner aussi là-dessus, et non moi qui commence et on va où est-ce qu'on va. Ce qui est bien, mais des fois, j'ai eu avec des invités, ils ont eu d'excellentes idées qui m'ont dit après, puis c'est comme, ça a été le fun d'avoir un espace pour en discuter. Ouais, exact. Puis c'est pas négligeable aussi la quantité de travail, de recherche que tu as à faire sur chacun des sujets pour créer des conversations. Puis là, c'est bien, tu sais, tu inities les conversations, on parle là-dessus, puis le projet est encore très nouveau. Tu sais, un gros merci aux premiers invités qu'on a eus Ah oui. d'avoir décidé d'embarquer dans l'aventure avec nous, dans le sens que on n'avait rien à leur présenter. C'est tout le temps quelque chose de... on vous invite pour un podcast, mais essayez pas de trouver de l'information dessus. Exact, c'est ça. C'est, hey, on a une idée, on va vous enregistrer, vous filmer ce que vous dites pendant 1 heure, mais on peut pas vous montrer ce que c'est exactement parce qu'on l'a pas fait. Fait que merci à tous ceux qui ont accepté dans les premiers épisodes qui avaient absolument aucune référence. Nous, ça nous a aidé beaucoup à commencer tout ça, mais c'est ça, c'est que vu qu'on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait, on n'avait pas de référent pour personne, c'était très difficile de laisser nos invités complètement prendre le contrôle de la discussion, jusque justement les derniers épisodes où est-ce qu'on sent plus que les invités ont un peu plus d'aisance, ils semblent être plus conscients de dans quoi ils s'étaient embarqués. L'épisode sur les enfants est sorti? On a sorti des... Oui. Ouais, il est sorti. Oui, oui. Il est sorti cette semaine. Donc, cet épisode-là devrait sortir dans 1 mois environ. Parce qu'il nous reste un épisode enregistré demain pour la grande finale. Ouais, c'est ça. Nous, on enregistre aujourd'hui, mais on enregistre notre dernier épisode demain. Fait que vous allez voir cet épisode-là, puis le dernier épisode va déjà être sorti, là, mais vous comprenez comment ça fonctionne, là. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que l'épisode sur les enfants, justement... T'as pas eu besoin de parler ou presque. Là, j'ai dit 2-3 phrases. Je pense que nos invités étaient mieux préparés. Premièrement, ils se connaissaient. Ils se connaissaient. Right? Ouais. Ça arrive des fois dans ce milieu-là. Ouais. Si c'est un thème, dans ce cas-ci, les deux ont été en psychologie en plus, donc ils se connaissaient bien. Des fois, le thème les unit, mais ils se connaissaient pas ou ils se sont déjà vus, mais Ouais. dans un colloque ou quelque chose du genre, donc ils ne sont jamais vraiment adressés la parole. Et ils ont tous, en fait, eu des retours positifs sur le contact. Et ça, c'était une des choses que je voulais faire. Parce que des podcasts, ça se met à pousser partout, dans tous les domaines, dans le domaine artistique, en humour, évidemment, au Québec. C'est ça qui a un peu fait la voie. Alors, dans le milieu académique aussi, beaucoup, mais c'est souvent très spécialisé. Il va y avoir dans chaque discipline des podcasts très intéressants. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais on répète finalement un problème, je trouve, avec l'université, c'est on s'emboîte dans nos propres façons de penser, nos propres façons de faire, et on fait juste parler entre nos collègues. Il y a une importance à parler à nos collègues, mais c'est bien de parler en tant qu'anthropologue à quelqu'un en physique, en chimie.
C'est complètement différent, leur approche. Il y en a qui sont spécialisés dans les grandes approches, positivistes, constructivistes et tout. C'est très important d'aller parler à des gens qui ont différentes visions de la science et qui l'approchent différemment. Puis de se parler plus là-dessus. Ouais, exact. Puis comme tu dis, c'est ça, c'est que ça amène une espèce de surspécialisation qui, justement, tente à s'éloigner du public. Puis plus ça devient spécialisé, plus ça devient technique, plus le langage devient spécialisé et technique. Même pour les gens qui sont dans le milieu académique, mais qui ne sont pas dans ces domaines précis-là, c'est des langages des fois qui deviennent complètement incompréhensibles si c'est pas ta spécialité. Fait que d'avoir des gens qui, oui, parlent du même sujet, mais qui pas nécessairement sont dans le même... dans la même boîte, là, comme tu disais tantôt, je pense que ça facilite la vulgarisation et l'accessibilité du sujet. Là. Exact, ça permet une meilleure approche avec un public non académique. Et c'est un grave problème en ce moment. Le milieu académique est déconnecté du reste de la population. En fait, il n'est pas déconnecté de tout. Il est très connecté avec les riches et le pouvoir. Les chefs... Ceux qui dirigent les entreprises, de plus en plus des chefs qui étaient dans le privé avant et qui gèrent les universités comme des entreprises. Il y a du bon dans leurs compétences et qui peuvent aider les universités, mais c'est une direction néolibérale bien documentée là, depuis plusieurs décennies et qui est parallèle à toute cette surspécialisation, fait qu'on est plus axé sur la production, ici surtout des articles scientifiques, autre que toute autre forme de production. Y compris des livres, hein, ce n'est plus très bien vu d'écrire des livres à l'université. C'est vrai quand même ça, hein? C'est un drôle de paradoxe. La science, ce sont des articles. Et les articles, il y a une manière de les écrire. Il y a une uniformisation, puis là, l'uniformisation va changer d'une discipline à l'autre, et aussi dans des aires géographiques à l'autre. Mais il y a une uniformisation, et beaucoup à travers l'anglais. Aussi, donc aussi linguistique. Ouais, ça, c'est un autre... la langue française, là, on s'en va... ça fait seulement 12 minutes qu'on est dans l'épisode, puis j'ai l'impression qu'on s'en va tout de suite vers notre sujet de l'intensité de la science et les changements dans la science. Avant qu'on se pitche là-dedans, je pense que ça pourrait être cool de parler du pourquoi tu voulais qu'on fasse un podcast sur la science en français. Pourquoi... Ah oui. Ben, ça répond à cet enjeu. Oui, puis on va dire l'histoire du podcast, on peut faire ça vraiment rapidement. Là. Moi et Michael, on se connaît depuis maintenant pratiquement 20 ans, bientôt. Ouais, un peu moins de 20 ans. Un peu moins de 20 ans, mais presque. On est amis depuis vraiment longtemps, puis ça, Michael est au doctorat. Je suis en train de terminer ma maîtrise, je commence le doctorat en septembre prochain. Puis c'est, dans le fond, moi j'étais ingénieur audio avant de rentrer à l'université. J'avais fait un diplôme en technique de son, technique de scène et enregistrement. Puis c'est Michael qui m'est arrivé avec l'idée. Puis explique donc comment l'idée t'est venue, pourquoi t'en es venu à ça. Parce que toi, tu m'es arrivé avec ça, un projet déjà tout fait. T'étais comme, tu pourrais enregistrer, j'ai ça comme idée, ça marche-tu? Comment est-ce que tu vois qu'on pourrait gérer ça en termes de son? Puis ça a juste à donner que j'avais absolument déjà tout ce qu'on avait besoin pour faire le projet. Fait que c'est ça, explique donc à tout le monde comment est-ce que tu en es venu à cette idée, puis pourquoi un podcast sur la science en français? Pourquoi tu penses que c'était nécessaire? Bon, ben, tout d'abord, le français est arrivé un peu après. Le début, je suis au Japon. L'idée était apparue, je faisais de la recherche au Japon. J'étais donc assez éloigné. Et c'est un bon milieu pour réfléchir. Mais surtout le mien, je travaille dans une zone à Fukushima, donc environ 20 km au nord de la centrale nucléaire qui a explosé en 2011. Il y a eu une quantité innombrable de recherches sur le sujet. Mais la réalité sur le terrain, c'est pas la grande joie. C'est pas comme si on arrive puis OK, on a mis ensemble les connaissances puis on a réglé le problème. Il y avait des problèmes, il y a beaucoup de choses que les scientifiques ont écrites qui n'ont pas été prises en compte. Il y a un problème, et aussi entre la population et la communauté scientifique. Il manquait de quoi. Et je me disais, hey, imagine, dans une situation aussi importante qu'une crise post-catastrophe, avec deux
catastrophe naturelle massive et une catastrophe nucléaire, on a de la misère à faire ce contact-là, communauté scientifique, entre elles, parce qu'on a tous écrit notre bord, puis il y a d'excellents articles, mais tout est fait un peu de chacun de son bord. Et la population qui est là, puis qui subit tout ça, finalement, ces trois catastrophes, qui en retire de quoi? Évidemment, il y a eu des bienfaits de la recherche. Mais par rapport à tout ce qu'il y a eu, je pense qu'il aurait pu en avoir plus. Fait que ce manque de contact communauté scientifique et communauté locale m'agaçait. Donc, c'était cette idée de faire un projet qui communique peut-être un peu mieux la science à la base. Puis après, s'il y a un événement spécifique, il doit y avoir d'autres choses plus spécifiques de fait. Mais il doit avoir, pas un enseignement scientifique, c'est pas un terme que j'aime, mais une curiosité, aider les gens à avoir un produit qui aide leur curiosité. À travers des sujets. Moi, il y a bien des sujets que je ne connaissais pas du tout. Mais c'est intéressant d'en apprendre et d'apprendre les méthodes derrière. Ça, pour être mieux outillé, pour mieux comprendre après si on arrive avec une telle étude dans tel domaine spécifique. Puis évidemment, on est au Québec, en ce moment, on est à Ottawa. Donc, on est en Ontario, mais la question de linguistique vient vraiment de cette hégémonie anglaise dans le milieu académique qui est hautement problématique. Je le vois avec le Japon. À laquelle je participe. Non, mais en fait, on y participe tous pour la simple et bonne raison que si on n'a pas d'article en anglais, si on ne publie pas en anglais, si on ne fait rien en anglais, on les aura pas, les bourses, on les aura pas, les positions. Même dans les universités francophones, ils veulent les publicités anglophones. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas juste on peut vivre dans notre coin. Les Japonais sont différents et j'ai peut-être été un peu inspiré par eux. C'est un des points linguistiques de résistance dans le monde scientifique. Ils sont très forts en sciences, une forte production en japonais. Ils vont écrire en anglais, évidemment, mais l'accent est vraiment sur le japonais. Mais tu vois, justement, je trouve ça drôle parce que tu disais que tu avais l'impression qu'il y avait une espèce de schisme qui existait entre la communauté scientifique et la population au Japon par rapport à Fukushima et ces trucs-là. C'est drôle parce que j'aurais pensé le contraire. Dans les communautés scientifiques, j'avais pour impression qu'au Japon, il y a une espèce de révérence pour la science qu'on a tendance à perdre relativement beaucoup au Canada, puis encore plus aux États-Unis, puis on y reviendra tantôt, là, mais j'étais sous l'impression, puis là, c'est probablement un préjugé, qu'au Japon, il y avait moins ça qu'ici, mais pourtant, tu sembles dire que ça t'a quand même amené à penser à cette... c'est complexe. Ce problème-là. Ouais. Oui, par exemple, si on pogne la question des changements climatiques, vous allez chercher longtemps quelqu'un qui va dire que ça n'existe pas au Japon. Quelqu'un qui dit qu'il ne faudrait pas faire quelque chose là-dessus. Mais c'est parce qu'il y a un consensus. Quand il y a un consensus au Japon, ça va bien. Mais s'il y a un consensus qui est fait par l'État, par exemple, et qui est en japonais, évidemment, puis que de l'extérieur, on dit non, c'est pas ça. Par exemple, des questions sur les radiations en médecine, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Il y a eu des cas de médecins du gouvernement qui disaient ça, c'était bon. Alors que d'autres, mais là-dessus, la communauté scientifique au Japon ici est en désaccord des fois. Mais vu que l'autorité dit que ça, c'est bon, on a plus tendance à la suivre. Évidemment, s'il n'y a pas de résistance au Japon, c'est une autre chose, mais par exemple, pour la puissance des compagnies en énergie nucléaire, ils sont assez puissants au Japon. Mais Fukushima a un peu changé les choses, mais on les a souvent tolérés, même s'ils faisaient des erreurs bien avant Fukushima, il y a eu des problèmes dans les centrales nucléaires. Donc, on a toléré ça parce que, l'autorité disait que c'était correct, finalement. Donc, c'est un peu le problème inverse qu'on a ici. Ici, les gens doutent peut-être un peu trop. Et au Japon, des fois, ils doutent peut-être pas assez si le groupe est d'accord. Si c'est pas le groupe n'est pas d'accord, il va y avoir des bons débats et tout. Ouais. Mais ça, c'est la particularité aussi de l'Asie de l'Est, beaucoup plus le Japon aussi même. Alors que la Chine et la Corée du Sud, ça va être un peu différent. La Corée du Nord aussi, c'est très différent. Ouais. Ça, c'est pour d'autres raisons. Oui. Mais oui, puis la question francophone, le monde académique francophone est super intéressant. Oui. Puis beaucoup grâce à la France, évidemment, il ne faut pas se leurrer. C'est ce que je m'en allais dire. Ils ont parmi les plus grands intellectuels du
du 20e siècle, particulièrement, mais aussi 21e siècle. Ils ont une culture intellectuelle super intéressante qui est un peu ternie ces temps-ci avec du populisme, surtout dans les grands médias. Mais il y a encore ce désir intellectuel puis de grands débats. Mais c'est ce que je m'en allais dire. J'ai l'impression que la communauté académique française ont vraiment plus d'aisance à maintenir le français comme étant une langue importante et prioritaire que celle au Québec. Ce que je veux dire, c'est que quand je lis des auteurs français, ils vont tous publier, ou presque tous publier en français en premier, et ensuite publier en anglais. Parce que j'ai l'impression que souvent, les auteurs au Québec vont avoir tendance à faire l'inverse pour ceux qui décident de publier en français. Il y a bien sûr des scientifiques francophones au Québec qui publient que en français. Mais pour ceux qui publient dans les deux langues... Mais ceux qui publient en français, c'est des professeurs titulaires qui n'ont plus rien à perdre, qui n'ont rien à gagner. Ben, ils peuvent avoir des bourses et tout, mais c'est des gens établis, puis ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent. Exact. Ça, c'est très bien. Oui, parce qu'ils n'ont plus besoin d'appliquer pour les bourses anglophones qui sont les plus grosses bourses, de un, mais de deux, qui sont plus limitées parce qu'au Québec, on n'a pas accès à toutes les mêmes bourses qu'au reste du Canada parce qu'il y a certaines bourses qui nous sont remplacées par les bourses québécoises qui, malheureusement, pour la plupart, sont moins élevées que les bourses. Oui. Puis on l'a vu, les statistiques qui sortent, le CRSH donne moins à des francophones qu'à des anglophones, proportionnellement à la population. Exact. Ce qui est hautement problématique aussi. Oui, puis le fait qu'on ait des bourses au Québec, il y a certaines bourses anglophones qu'on n'a pas le droit d'appliquer, même si elles sont meilleures que les bourses, mettons, du FRQSC. Qui est somme toute une très bonne bourse, mais on perd accès à certaines bourses canadiennes parce qu'on a des bourses québécoises, mais les bourses québécoises sont moins élevées que les bourses canadiennes, et les bourses canadiennes ont tendance à moins donner aux francophones qu'aux anglophones, selon les statistiques. Ben le montant est pareil, mais le nombre, les récipiendaires... Merci pour la correction. Juste pour préciser. Oui, exact. On parle pas en chiffres, en montant, on parle pas en montant. Là, ça serait insultant. Oui, ça serait... je pense que ça passerait pas. Mais tout ça pour dire qu'on est quand même pris avec un dilemme que le français passe dans le milieu académique canadien comme pas seulement une langue seconde, mais une langue peu ou pas désirée. Alors que c'est drôle, que le milieu académique nord-américain, dans certaines disciplines plus que d'autres, a été hautement influencé par des auteurs français qui ont été traduits, certes, mais qui sont tout le temps mieux allés dans la langue originale. Et évidemment, on peut penser au postmodernisme qui a été grandement influencé par la French Theory, de la manière que les anglophones ont appelé certains auteurs français. Je suis beaucoup influencé par des auteurs français, pas ceux de la French Theory, les autres, que je considère plus intéressants. Mais ça, c'est une autre question. Ouais, ça pourrait être un autre épisode à part entière. Là, si on se met à rentrer dans la théorie, il va falloir décortiquer mieux les choses. J'ai aucun problème à parler contre la French Theory. En fait, leur impact est de la manière que les sciences particulièrement utilisent ça. En critique littéraire, ça ne me dérange pas tant. Ça peut être pertinent, mais quand on fait de la science... Quoique, même les postmodernes actuels sont beaucoup plus rigoureux méthodologiquement qu'ils l'étaient dans les années 80-90. Il y avait des bonnes critiques, mais eux-mêmes ont créé un certain vide méthodologique qu'ils ont en partie remplacé. C'est beaucoup plus rigoureux maintenant. Mais moi, je trouve ça moins intéressant. Mais je suis sûr que ça pourrait intéresser du monde, parce que beaucoup des conflits idéologiques, politiques, publics, se basent sur des idées préconçues de certaines de ces théories. Ouais. Entre autres, tout ce qu'on appelle woke est beaucoup basé sur certaines approches postmodernes, sur les racial studies, sur le féminisme qui est parti aux États-Unis. L'intersectionnisme est venu dans cette vague-ci. Il y a de très bons concepts qui sont venus de ça.
Mais le problème demeure, je vais répéter ce que Bruno Latour a écrit dans les années 90 sur les postmodernes. Ce sont des modernes qui ne croient plus en la modernité. Mais ils n'ont jamais dépassé la modernité. Huh. C'est bien dit, c'est bon. Oui, je vais expliquer peut-être. Oui, puis là, mesdames et messieurs, et nos autres auditeurs, sachez que Michael est vraiment plus calé que moi en théorie. Fait que j'écoute, je vais participer très peu parce que c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment beaucoup et moi que je suis beaucoup moins habile. Je comprends ce qu'il me dit, mais je n'apporterai pas grand-chose à cette conversation. Après vous, monsieur. Non, mais par modernité, dans ce cas-ci, c'est un mot qui est un peu fourre-tout, qui est utilisé à tous les bons sens. Dans ce sens-ci, dans le milieu académique, une approche moderne se base sur une prémisse d'une séparation nature-culture dans la société. La société est séparée du monde naturel et on analyse le monde finalement selon cette division. Bruno Latour a écrit là-dessus des textes très intéressants selon moi. C'est une de mes influences, avec entre autres Bourdieu, on peut en nommer d'autres. Ouais. Mais Latour, il l'explique quand même assez bien. C'est une croyance. Hein? Le monde n'est pas divisé naturel et sociétal. On est tous ensemble là-dedans. Et il y a des hybrides nature-culture, de plus en plus en fait. Il l'avait déjà noté dans les années 90. Ouais, il y a un retour. Ça ne s'est fait qu'empirer. Et le changement climatique, c'est exactement ça. Ouais, exact. C'est un mix de la société humaine et du reste de la nature. Ouais. Pas parce qu'on est séparés puis il y a eu un contact, parce qu'on a tout le temps été en contact. Oui, puis là, on est obligé d'en prendre connaissance parce qu'on a les répercussions de cette... Et là, je vais aller du côté japonais, chez le primatologue Imane Shikenji. Dans sa manière de décrire l'être humain et l'environnement, il dit, l'être humain, on est des êtres qui font partie de l'environnement. Nous sommes l'environnement. Mm-hmm. Tout comme le reste, l'arbre ou la maison, tout ça est des éléments de l'environnement et on interagit ensemble. Il n'y a pas de mur magique qui nous sépare et qui fait que si on brûle la Terre, la Terre ne brûlera pas. Elle va brûler si on la brûle. Exact. Et nous, on est dessus et on va brûler aussi. Ouais. Il n'y a pas de cette magie qui nous sépare. Donc, c'est d'aller au-delà de ça. Tout le milieu académique ont embarqué dans la lutte contre les changements climatiques. Pas les institutions, je parle des acteurs. Ouais. On s'entend, les institutions n'ont pas fait grand-chose encore. Une des bonnes critiques qu'on pourrait donner aux universités, d'ailleurs. Hein, le savoir vient beaucoup de là. D'autres types de savoirs ont aussi remarqué les changements climatiques. Mais les universités, on a bien documenté tout ça. En fait, surtout les scientifiques. Mais les institutions sont encore fixés sur la production d'articles et tout, sans essayer d'améliorer leur propre institution. Mais pendant cela, nous, on est pris à dire aux politiciens, au reste de la société, il faudrait changer les choses. On n'est même pas capable de changer notre propre institution. C'est vrai, ça. C'est un problème. Si on n'est pas capable de démontrer qu'on est capable, nous, une institution qui, certes, ne pollue pas affreusement, là, on est très loin des pétrolières, mais si justement on n'est pas capable de changer de quoi, donc oui, on est important dans la société, dans l'économie et tout. Mais, comparativement, par exemple, au pétrole que je prends, qui en fait, notre société dépend du pétrole, c'est normal que ce soit un peu plus compliqué. Si nous, on n'est pas capable, comment on peut s'éloigner de notre dépendance au pétrole? On n'est même pas capable, nous, de juste s'adapter puis de réduire de 15-20% nos gaz à effet de serre total. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai l'impression beaucoup... de mon expérience à Concordia, ces changements-là, quand ils arrivent, ils sont provoqués par des mouvements étudiants et non par l'institution. J'ai l'impression que c'est les étudiants qui vont se battre pour des changements majeurs auprès de l'institution pour changer la façon que les choses fonctionnent, augmenter le compostage, le recyclage, les trucs de base pour être capable justement d'atteindre des objectifs qui sont plus souvent qu'autrement établis par les étudiants plus que par l'institution. Non, en fait, les bons changements qu'on voit, puis on le voit aussi dans différents domaines privés, dans la construction par ailleurs, ce sont des changements qui sont économiques. Si tu fais le changement écologique, ça devient payant. Par exemple, s'assurer que les bâtiments soient mieux isolés, travailler sur tout ça, ça va baisser la facture totale, donc ils font le changement. Parce que là, il y a un gain économique. Mais s'il n'y a pas le gain économique, là, ça va être un peu plus compliqué à faire le changement. Puis là, je vais exagérer un peu, mais très peu. Pourtant, c'est quand même
beaucoup plus payant qu'on brûle pas tout. En bout de ligne, oui. Dans le sens que ça serait vraiment mieux qu'on brûle pas tout. Je pense que ça serait plus rentable à long terme. Si on veut créer de la croissance, on entend souvent parler au Québec ces temps-ci de créer de la croissance. Oui, de la richesse. De la richesse. Ça serait bien qu'on soit capable... Oui. Ça serait bien de demander à nos politiciens de définir leur terme, hein, des fois. Oui, exact. Puis là, on est en campagne électorale. Bon, l'émission va sortir, puis ça va être presque Ça va fini. être terminé, ouais. On ne commentera pas beaucoup l'élection. Cela dit, ça serait pertinent des fois quand ils utilisent ces termes assez vides. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ouais. L'argent là, que vous investissez pour créer de la richesse, elle va à qui? Oui, puis à quel coût? À quel coût? Justement, là, on parlait d'environnement, mais à quel coût pour la planète? À quel coût pour vous dans les 20-30 prochaines années où vous allez être encore en vie? C'est ça, parce que quand on dit pour la planète, c'est pas la planète ne paye rien. Non. C'est nous qui allons payer. C'est nous qui allons payer, puis nos enfants, puis les générations à suivre. Puis c'est plate, mais souvent les gens qui parlent de créer de la richesse, ben il leur en reste vraiment moins qu'ils en ont eu. En termes de temps, je veux dire. Là. Tandis que nous, il nous en reste pas mal plus qu'on a fait sur cette terre, tu sais. Fait que c'est ça. Créer de la richesse à quel prix? Au prix de notre futur ou... c'est plus pour quel but? C'est quoi le but? Mais bon. Tout ça pour en revenir à toutes ces affaires-là, ça t'a amené à vouloir faire un podcast en français. C'était ça la tangente. Oui. On diverge, c'est correct. Ça arrive souvent, oui. Surtout avec la bière. Là. Non, mais je reviens là-dessus pour savoir s'il y avait autre chose que tu voulais ajouter par rapport à la création du podcast. Il y a une autre chose sur les langues qui est très importante. On ne pense pas de la même façon dans différentes langues. On ne produit pas de la connaissance, tout dépend des milieux culturels d'où on vient. Plus on est de langues qui écrivent, de cultures qui écrivent et qui interagissent ensemble, avoir un anglais comme langue commune et de partager à travers ça, c'est très bien. Mais de vraiment pousser les autres langues pour qu'ils soient tout petits et qu'ils ne produisent presque plus, c'est un désastre pour les sciences même. On perd beaucoup et on perd beaucoup au niveau intellectuel. Mais en général, au niveau de la connaissance, ça va être un désastre. Donc, il faut, je pense, travailler à renverser cette tendance, qui est tout à fait réaliste. C'est bien plus facile que les changements climatiques à changer. Là. Oui, définitivement. Donc, si ça, au moins, on est capable de le faire, ce serait déjà bien. Puis au Québec, je pense que c'est un bon point. Il y a une fierté de la langue, il y a une importance de la langue, donc je pense que c'est quelque chose que les gens vont comprendre. Puis ça va aussi résonner avec d'autres milieux, dans la francophonie en général, même les Français, je pense pas qu'ils vont être en désaccord avec ce que je dis. Mais au-delà du français, c'est aussi d'autres langues. Mais bon, je ferai pas de podcast en japonais. Donc, non. Il y a une question de capacité aussi. Ouais. Mais on aurait été capable de le faire en anglais, puis on aurait sûrement eu un auditoire un peu plus grand. Mais c'est pas une question de grosseur d'auditoire, je pense. Non, effectivement. Puis, en même temps, je me posais une question pendant que tu parlais, puis j'ai l'impression qu'au Québec, on parle souvent du recul de la langue française. C'est l'inquiétude, on dirait, primaire de la moitié des partis politiques. Est-ce que tu penses que le fait que ça soit autant marquant dans le milieu académique, ça a une influence sur la perception du recul de la langue? Est-ce que comment tu te sens, toi, par rapport au recul de la langue française? Moi, c'est sûr, mon opinion est un peu... Le recul de la langue française dans le milieu académique est bien pire que dans la société. Ben, tu vois, c'est ça, parce que moi, j'ai de la misère à me faire une tête, parce que, étant étudiant dans une université anglophone, c'est sûr que quand moi je vais à Montréal, je veux dire, je rentre dans le métro avec mes écouteurs sur les oreilles, je sors du métro, je suis à Concordia, dans une université anglophone où tout le monde parle anglais. Mon superviseur à moi est francophone et on se parle en français, fait que j'ai pas cette impression-là. Quand je vais dans les commerces autour, les gens en général me parlent en français, mais c'est sûr que mon environnement à Montréal est en anglais. Est-ce que c'est une expérience que toi, tu as eue ailleurs? Est-ce que oui, le milieu académique est anglophone, beaucoup plus que francophone, et on vit un recul. Est-ce que c'est...
toi, tu dis qu'il est plus important dans le milieu académique. Les statistiques sont assez claires. Là. Est-ce que tu le ressens dans la société? Puis est-ce que ça a eu un impact par rapport à ta décision de vouloir faire le podcast en français? Bonne question. Le français est assez vivant au Québec. Je pense pas qu'il y a de problème à court terme avec le français au Québec. Cela dit, c'est vrai, on accueille des immigrants, on veut une langue commune, c'est pas inintéressant de l'avoir. Mais il faut, je pense, valoriser la langue plus que dévaloriser celle des autres. Ça, je pense, qu'il y a un des problèmes politiques, on tape sur un clou, mais au lieu d'être fier de ce qu'on fait, on attaque. Ce qui ne fait pas vraiment de sens. Moi, je fais de la recherche au Japon, personne ne va parler contre l'anglais. Ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas le genre de problème qu'on a au Québec. Mais il y a cette fierté de ce qu'ils font dans les arts, dans leur culture en japonais. Ce qui fait que je pense pas qu'ils auront de problème de sitôt. Je pense que si on avait une attitude et une façon de voir, d'encourager les faits français, les productions françaises, je veux dire, on a regardé le budget de la culture au Québec depuis des années, là, c'est pas excellent. Si on a une belle culture, puis la culture, je la mets vraiment au sens large, pas juste les artistes, musiciens, mais tout ce qui est produit, ou surtout sur le web, à cette heure, c'est beaucoup plus important pour ce que les gens consomment. S'il y a de quoi en français et de bon, ça va bien aller, je pense. Mais je pense que c'est ça qu'il faut valoriser plus que dévaloriser ce que les autres font. Les gens ont le droit de parler dans leur langue maternelle chez eux. C'est pas un problème. Puis ça sera jamais un problème. Tout comme je suis à Ottawa, puis c'est pas un problème que je parle français. Non, exact. Puis tu vois, c'est ça, c'est intéressant. Comme tu dis, l'attaque vers les autres langues, ça m'a fait penser au définancement des universités anglophones. Quand il y a eu toute cette idée-là de définancer les idées anglophones, puis le projet de loi, puis tout le tralala, je me disais, pourquoi enlever du financement à quelqu'un au lieu d'en donner à un autre? Et l'idée, c'était d'en enlever pour en donner aux autres. Ouais, mais est-ce que les étudiants de l'Université de Montréal vont le ressentir? J'ai fortement des doutes. C'est ça, je me dis. Puis au lieu d'enlever de l'argent dans le milieu académique, pourquoi pas en injecter dans la culture qui est massivement sous-financée? Pourquoi pas en injecter dans les choses qui nous rendent fiers d'être francophones? On a des super bonnes émissions francophones, des excellents podcasts, plein de gens du milieu de la culture, des artistes phénoménales qui ont de la misère à aller chercher un minimum de financement, puis on dit, il faut enlever de l'argent aux universités anglophones pour en donner aux universités francophones, mais too bad, so sad pour toute notre culture, too bad, so sad pour la littérature, too bad, tu sais, je veux dire, nos auteurs, là, ils sont pas riches, on s'entend, là. Puis nos musiciens, à l'exception de 2 ou 3 qui ont toutes les grosses subventions, ça vit. T'sais, moi, j'ai travaillé dans le milieu de la musique, ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu de la musique, puis que je vois les artistes passer, des gens qui se battent depuis 10-15 ans, qui font de la musique incroyable, puis qui ont de la misère à avoir un minimum d'argent juste pour enregistrer un album. Puis après, tout ce qu'ils entendent à la télé et à la radio, c'est les gouvernements qui disent « Ah, on a des problèmes avec la langue, mais qui donnent aucun budget en culture. C'est... Des artistes francophones. Là, exact, des artistes francophones là, qui parlent francophone, qui chantent en français, qui... Tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. On attaque toutes les autres langues sans réellement mettre l'accent sur qu'est-ce qui nous rend unique, puis qu'est-ce qui est beau de notre langue, puis comment enrichir ça. Puis à un moment donné, les semaines de fierté de ci et de ça, ça a un maximum de portée, là. Si t'as pas le budget, t'auras beau faire une semaine de la lecture francophone ou de la fierté de la langue, où est-ce que tu vas encourager les élèves de cégep à lire des romans en français, c'est vraiment cool, mais si t'es pas capable de financer des auteurs pour qu'ils puissent écrire des romans en français, ça se met pas à jour, puis à un moment donné, c'est pas tout le monde qui tripe sur lire des livres des années 80, il y a des jeunes qui ont envie de lire des trucs plus actuels. Surtout les jeunes, surtout au niveau secondaire, c'est là que c'est important de pas les manquer. Puis on est en train de peut-être les manquer un peu. Surtout avec Internet, on a des gouvernements qui ne réalisent pas peut-être l'ampleur d'Internet, dans le sens que les gens sont sur TikTok, sont sur Instagram. Les gens ne prennent plus dans la même place que juste notre génération. Fin des années 90, début 2000, quand on était très jeunes. Je veux dire, on n'avait même pas de téléphone cellulaire. On allait chez des amis pour voir s'ils étaient là. C'est un autre monde. On parle de 20 ans.
Puis on a une mentalité qui ne s'est pas adaptée, je parle pour le gouvernement, sur la question culturelle. On est encore très rigide sur qu'est-ce qu'on considère la culture québécoise. Alors qu'il y en a qui l'ont démontré. On peut donner l'exemple d'Arnaud Soli, qui a utilisé les plateformes de façon remarquable, qui fait une bonne carrière en ce moment. Mais c'est ce type de production culturelle, on le valorise effectivement peut-être pas assez. Mais ça, c'est... Bon, je suis plus québécois en théorie. Hein. Ça c'est rendu votre beau débat. Non, oui, mais non, mais mensonge. Je sais, ça fait 2 mois. C'est ça. Non, j'ai encore à cœur le fait français. Et la pluralité des langues, je veux dire, pour les communautés autochtones, on a eu Eva à Ottawa, c'est la même chose. Oui. Pour les gens des communautés, leur propre langue, je trouve ça dommage qu'on ne donne pas les outils pour qu'ils la valorisent davantage. Quoique ils font une excellente résistance. Si on devait s'inspirer d'un groupe pour le français, ça serait les communautés autochtones. Puis ils sont avec nous et ils aimeraient aussi peut-être participer à ça. Parce que leur résistance est assez remarquable et a fonctionné. Donc, il n'y a pas eu de louisianisation des communautés autochtones et je pense pas qu'il va en avoir une du Québec, surtout si on se fie à leur modèle. Et je pense pas qu'il y aura de problème à court terme. C'est vrai qu'à long terme, il faut réfléchir. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui doit être derrière la tête, mais est-ce que ça doit être le principal discours d'un parti alors qu'il y a une crise de l'itinérance, qu'il n'y a pas de logement, puis qu'on décide à la place de construire des ponts? Bon point. Le budget vient de sortir, il était le fun. Oui, ben pour on a un métro, gens, on a un métro qui nous écoutent, ça fait un mois, donc il y a plus de temps de l'analyser. Nous, on l'a... Bon point. Nous, on l'a eu aujourd'hui, hier, ouais. Mais ouais, effectivement, ben non, mais ça en revient au même... C'est ça, c'est la peur de... Mais la question identitaire et payante politique, ça a été démontré dans les dernières années. Le contexte actuel change peut-être la donne. Parce qu'il y a une question identitaire qui est importante, c'est celle qui est canadienne face aux menaces américaines. Le reste, j'ai hâte de voir comment ça va être, surtout prochaine élection québécoise dans, je sais pas, 2 ans environ. Ouais. Ça va être intéressant. Mais le gouvernement semble entêté à vouloir brandir cette carte, alors qu'il me semble qu'on est dans des priorités hautes, économiques aussi, très économiques. Un gouvernement qui se dit très économique, qui parle pas beaucoup d'économie, c'est quelque chose. Ben, qui a une notion très entrepreneuriale. Unique à eux. Ouais, c'est ça. C'est eux, ils ont une perception de l'économie, puis c'est les entreprises, sauvons les entreprises, puis ben... j'imagine que tous les gens qui vivent dans la rue font pas partie de l'économie dans leur tête, puis ils en feront jamais partie. Alors qu'ils en font parce que c'est un coût pour la société. Exact. Pas juste économique, non, mais social. Je veux dire, les gens qui sont à Montréal peuvent en témoigner. Un coût de sécurité, de bien-être en communauté. Les gens se sentent moins en sécurité dans le métro, fait que le métro est obligé d'augmenter ses agents pour faire du contrôle. Ça coûte de quoi? C'est un cercle. C'est un cercle. Puis si on embarque là-dedans, on va payer de plus en plus pour de la sécurité, de moins en moins pour des logements. C'est problématique à long terme. Il faut casser ce cercle-là. Ça peut... Effectivement, ça fait peur parce que ça voudrait dire peut-être un déficit de 1, 2, 3 milliards de plus. Ben, il y en a déjà 2 milliards de plus. à 13 milliards, puis avec ce qui s'annonce, vraiment 4 années... Pas facile. Ouais, exact. Surtout que Trump a décidé de ne pas aimer le Canada. Ben, parlons-en, tu vois, ça fait bientôt 45 minutes qu'on discute, puis je sais que c'est important pour toi de parler justement du contexte américain en ce moment par rapport à la science. C'est quelque chose que toi puis moi, on parle, on s'écrit là-dessus pratiquement tous les jours. On s'envoie beaucoup de mimes. Oui, on s'envoie des mimes. On est de cette génération. On est de cette génération-là. Par rapport au contexte américain, ce qui se passe avec Donald Trump, ce qui se passe avec Elon Musk, ce qui se passe avec le rejet massif de la science aux États-Unis, du moins sur la place publique, dans les médias, surtout les médias de droite, excuse-moi, républicains et tout, un espèce de retour en arrière massif vers... Ben, est-ce que c'est un retour? Non, c'est pas un retour. On a un vice-président qui dit que les professeurs sont des ennemis des États-Unis. Ouais. Mais est-ce
j'ai l'impression que ça a tout le temps été... Tu sais, je veux dire, je suis début trentaine. J'ai l'impression que cette perception-là du Parti républicain américain a toujours été dans ma conscience. Les républicains ne croient pas en la science. La différence majeure de ma perception, c'est que là, ils disent ouvertement. C'est qu'ils mentent sur tout ce qui ne les plaît pas, y compris des faits scientifiques. C'est pas juste la science, tout y passe avec ce gouvernement. On fait partie du lot. Ouais. Mais bon, si on retourne dans des républicains fin du 20e siècle, ils vont aborder des questions scientifiques. Ils vont pas les balayer du revers de la main, même les républicains. Mm-hmm. Je pense que c'est Chomsky qui a écrit là-dessus. Et il démontrait que le Parti républicain, c'est pas depuis Trump là, que ça vire comme c'est l'est en ce moment. Non, c'est plusieurs décennies qu'il faut retourner, puis graduellement, ça l'a mené au Parti républicain actuel. Faut dire, le Parti démocrate, c'est ça aussi, mais en comparaison. Ouais. Ils ont de l'air des anges, pratiquement. Ben, c'est ça, on se conforte quand on se compare, c'est ça? Ouais. mais la menace contre les sciences, elle est frontale. On attaque des universités, on veut leur priver de financement. On menace de déporter des étudiants qui laissent valoir leurs droits. Columbia qui a accepté, on a vu ça aujourd'hui ou hier, les termes de l'administration Trump sans se battre, sans rien faire. Une université milliardaire, ils ont des milliards renommée, de dollars. là. Oui, c'est une des universités de la Ivy League. League, qui est une vieille catégorie de football, mais qui n'est plus utilisée aujourd'hui pour le football, mais qui regroupait de très grandes universités. Puis c'est un terme qui est resté encore aujourd'hui. Ils ont aussi qui comprend Harvard, entre autres, Massachusetts. Puis Columbia a aussi une des plus grandes, si c'est pas la plus grande maison de publication académique nord-américaine. Là. J'ai pas les chiffres, mais c'est Columbia University Press, c'est une des plus grandes. Oui, c'est énorme. Et de loin, c'est énorme. Puis sont affiliés avec tout plein de distributeurs à travers la planète. C'est dans les textes académiques les plus faciles à se procurer à travers le monde. Et là, ils acceptent les conditions. Ça remet en question beaucoup de ce qui va être publié à l'avenir, de ce qui va... Surtout dans certains départements, ils vont vérifier. Finalement, c'est de l'ingérence académique. Bref, tout ce que des gens de droite décrivent, ils veulent pas de censure. Ça va être de la censure. Ça va être de la censure. On va vérifier, puis est-ce que c'est bon. Bref, si vous allez en Chine, ça va être un peu comme ça. Même à puissance 1000, parce que ça fait plus longtemps que ça a été instauré. Mais c'est ce type de censure. On va vérifier ce que tu fais sur certains sujets, pour le moment. Puis peut-être ça va changer, mais juste dans ce qu'on a vu dans l'ordre d'enlever les subventions et de ne plus donner de subventions à certaines recherches, qui avaient certains mots-clés, c'est même pas on va regarder, c'est tout ce que c'est mots-clés. Changement climatique, systémique, femmes, genre, tout ce que, aussi des informations, tous les sujets qui dérangent finalement. Fait qu'il n'y a plus personne en études féministes qui va pouvoir être subventionné. Il n'y a plus personne. Peut-être utiliser d'autres termes pour éviter, parce qu'ils vont faire un screening assez rapide, voir si tu as les mots. Là, au lieu d'utiliser le terme femme, tu peux utiliser l'opposé des hommes. Je sais pas. Il faut avoir un peu de créativité. Wow, j'y avais pas pensé, mais c'est bon. Mais ça va peut-être la résistance va peut-être être passive, mais en ce moment, elle est pitoyable, la résistance des universités américaines. Aux États-Unis, il faut tout le temps voir aussi ce que les étudiants vont faire. Mais bon, s'ils se font tout emprisonner ou déporter. En fait, c'est une force des universités américaines. Ils payent pour avoir les plus grands cerveaux de la planète. C'est la raison pourquoi les universités américaines sont très fortes. C'est la raison pourquoi les États-Unis est le pays le plus nobelisé au monde et de loin. C'est qu'ils vont chercher, avec de l'argent, les meilleurs au monde. C'est aussi simple que ça. C'est très bien. Harvard fait un très bon travail de recrutement des meilleurs cerveaux. Il y a d'autres universités aussi en Europe qui sont très bons ailleurs dans le monde. Mais aux États-Unis, ils sont très forts là-dessus. Mais ça fait aussi que ce sont maintenant des étudiants qui sont plus vulnérables. Qui n'ont pas la capacité de résister parce qu'ils peuvent être déportés. Alors qu'un Américain, au moins, il y a des droits. Et on le voit, les juges n'ont pas encore cédé. C'est une résistance encore présente. On en reparlera dans 2 ans, mais en ce moment, c'est la seule résistance. Oui, parce que du niveau politique, on ne voit pas grand-chose. Ben non, les démocrates font rien. Les seuls qui se lèvent, c'est certains juges. Mais si les juges tiennent bon, les États-Unis, ils sont bien corrects. Ça ne virera jamais fasciste.
Si ça tombe, là, c'est là que ça devient dangereux. Mais on est chanceux, les juges suivent encore la Constitution américaine. Ouais. Mais c'est justement, en parlant de la censure puis l'acceptation de Columbia des termes du gouvernement en place, j'ai été surpris de ne pas voir de levée de bouclier ben de personnes par rapport à justement qui est un droit important, la liberté d'expression. C'est grave au point où toutes les universités américaines devraient être en grève en ce moment. Personne en classe. Professeurs, étudiants devraient être dans les rues. C'est catastrophique. À toutes les fois qu'il y a une fausse impression de censure, la droite américaine crie à la Constitution, la liberté d'expression. Oui. Puis il y a eu des événements, effectivement, un peu tirés par les cheveux. Pas de censure, mais on s'y rapproche. Là. Par exemple, l'usage de certains termes ou montrer certaines images qui ont provoqué chez certaines communautés des malaises qui ont peut-être... Le malaise, évidemment, va avoir lieu, mais on est une université. Ouais. On peut donner l'exemple. On va donner un exemple canadien, le fameux mot AN qui a été employé à l'Université d'Ottawa. Ouais. C'est effectivement... problématique si on se met à censurer puis à mettre dans un prof s'il dit un mot comme ça. Ouais. On s'entend, mais ça reste une anecdote. Et ça, c'est un cas qui fait toujours un peu fâcher parce que le problème n'était pas l'usage du mot en haine, ça a été le fait que l'université avait tout à fait le droit ils l'ont pas mis à la porte, là, ils l'avaient suspendu, mais de suspendre une chargée de cours comme ça, sans l'avoir rencontrée. Ça, c'est la précarité du travail, puis le fait que les universités ont le droit de mettre quasiment à la porte leur chargé de cours sans protection. Ça, c'est le grand scandale, selon moi. Ouais. L'usage du mot, on peut en débattre, c'est pas si important, selon moi. Si c'était écrit dans le plan de cours, selon moi, les étudiants n'ont pas vraiment de mots à dire là-dessus. C'était clair. Puis dans le sens que il y a place à débat, tu sais, puis l'université, ça sert à ça... Si vraiment, si les étudiants sentent un malaise, je pense que c'est dans leur droit de débattre. C'est dans leur droit d'avoir des émotions. Oui, non, mais dans le sens, c'est dans leur droit de débattre de la pertinence de l'utilisation. J'ai déjà eu un cours sur Malcolm X où le prof citait beaucoup de la bibliographie de Malcolm X, l'autobiographie de Malcolm X, puis on a eu le droit à un warning en début de cours, là, quand je vais citer, le prof disait quand je vais citer du Malcolm X, je vois pas censurer les mots de Malcolm, c'est important que vous sachiez les mots de Malcolm, ça a une importance, ça a un poids, mais moi je m'en servirai pas dans mes... Puis c'était mis de l'avant, puis il y a des élèves, on en a discuté pendant un bout, mais de renvoyer un professeur pour ça, sans permettre la liberté de conversation, d'expression et le débat par rapport au sujet, c'est littéralement de la censure. Mais ça, pour moi, c'est plus un problème de sécurité d'emploi que de censure, à la base. S'il y avait une sécurité d'emploi, il n'y aurait pas de problème. Ouais. Parce qu'il aurait dû avoir un autre mécanisme en place. Ouais. Donc, si on enlève ce problème, qui est un grave problème, le scandale n'arrive pas. Parce que l'université a fait ça à la va-vite pour éviter un scandale. Et ils l'ont créé en même temps. Oui, ben c'est ça. Puis ça, c'est problématique. Mais c'est problématique, mais ça reste, somme toute, anecdotique. C'est pas systémique. C'est pas un gouvernement qui arrive, exact. comme qu'on voit aux États-Unis. Là, c'est une force, un pouvoir qui arrive et qui change les choses. C'est pas du tout la même chose. Ouais, t'as raison. Entre un étudiant qui a été vexé puis un gouvernement qui t'impose de quoi... On peut pas mettre ça sur un pied d'égalité. Oui, il y a une grosse différence. Il y a une énorme différence. Ouais. Il y en a un qui est une occasion de débattre et l'autre, un devoir de résister. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais. Mais bon, je veux dire, je pense pas que ma collègue, parce que c'est une collègue, elle aurait dû être suspendue. OK, tu vas la rencontrer. Au moins la rencontrer. Ça fait un peu... Ils ont reconnu le problème après. Puis ils ont mis en place d'autres mesures après. Tant qu'il n'y a pas d'autres scandales, on ne sait pas si c'est efficace. Là. Mais des choses comme ça va arriver encore. Puis je sais que ça va encore créer scandale, mais on ne verra pas le problème de base qui est vraiment le fait que on a un problème de sécurité d'emploi. Alors qu'on a un cas à l'Université Laval, un professeur qui donne des opinions pro-russes. Ouais. C'est un professeur titulaire, lui, il ne peut peut pas se faire mettre à pour ça.
Quand tu es titulaire, tu as une sécurité d'emploi sur ce que tu dis. Ouais. Pas ce que tu fais, hein, évidemment. Les cas d'agression sexuelle, Bien ça ne te protège pas de ça. Non, mais il y a des codes d'éthique quand même. Mais c'est correct. Ouais. C'est correct qu'il y ait un professeur qui a ces idées-là, tant qu'il y a l'espace pour débattre. Ouais. Évidemment, s'il leur impose, puis non, t'as pas le droit de... Là, c'est une autre chose. Même si ça serait l'inverse. Ah non, l'Ukraine, blablabla, t'as pas le droit d'avoir une perspective russe là-dessus. Ça serait autant problématique à l'université. Ouais. Mais bref, je suis d'accord au fait qu'un professeur a le droit de dire ça, et je suis tout à fait d'accord d'avoir le droit d'être en désaccord avec lui. Ouais. Mais il a le droit, et la professeure, la chargée de cours à l'Université de droit avait le droit de l'utiliser, et ça avait le droit de choquer, ça avait le droit de créer le débat sur savoir si actuellement on pouvait le dire ou non, les 10 mots. Ouais. Mais en fait, ça fait beaucoup plus scandale au Québec, d'ailleurs, que dans le Canada anglais. Ouais, ben... Puis j'ai l'impression que ça en revient un peu à la sensibilité à la langue. On a vraiment quelque chose au Québec avec les mots, avec la langue qui vient chercher les gens. Là, ça saute vite aux barricades pour des mots, mais encore une fois, j'ai l'impression que tant que l'espace au débat est possible, c'est anecdotique, comme tu dis. C'est là ce qu'on voit arriver aux États-Unis, c'est que c'est littéralement de la censure et il n'y a pas d'espace au débat. Puis il semble pas avoir personne au rendez-vous pour débattre. Oui. Mais en général, même sur les autres fronts, à part peut-être Bernie Sanders. Ouais, Bernie Sanders est en feu. En feu, Mais mettons, il est en il est forme. tout le temps. Il est tout le temps. Oui, même à Puis, son âge. il y en a une dans les démocrates. Là, oui, Alexandra. Oui, merci. Alexandra... c'est quoi son nom? Merde. Cortez. Oui, merci. Qui est elle aussi on est très en forme. démocrate, hein? Elle est très en forme. C'est la seule en fait qui se lève debout puis qui semble dire de quoi dans les démocrates. Du moins, c'est la seule que je vois prendre des prises de position. Ouais, elle était avec Sanders dans leur tournée. Ouais, exact. Mais... Non, ouais, en fait, les riches sont mis du bord de Trump. Hein. On parle de technofascisme. On n'est pas encore du fascisme, là, non. C'est exagéré. Mais la tendance est vers ça. Et ça, ce n'est pas exagéré, je pense, de le dire. La peur est là. Aussi au Canada, on parle du milieu académique, mais c'est toute la société qui a peur de ce qui se passe. On voit, il y a eu un article récemment qui a démontré que l'armée, le nombre a grandement augmenté de gens qui ont rejoint l'armée. Surtout chez les jeunes. Oui. Il y a un intérêt chez les générations plus jeunes de s'enrôler. Puis ça, c'est quelque chose que... Oui, parce que ça fait des années qu'ils ont de la pas... difficulté à atteindre les objectifs de recrutement. Oui. Et là, ils ont déjà... Cette année ne devrait pas être un problème. Exact. Tout d'abord, merci à ceux qui s'enrôlent. Oui. L'armée, des fois, est un peu mal aimée. Ouais. Il y a des raisons de la critiquer, mais ça reste des gens qui veulent protéger ce qu'ils aiment. Je me fous des armes. Moi, je suis pas très militaire. Mais, on n'est pas très gars. On est passé... Mais on peut valoriser ceux qui aiment ceux qui veulent protéger ce qu'ils aiment et qui sont prêts à faire ça. Et en ce moment, il y en a qui sentent qu'il va peut-être avoir la nécessité de se défendre, d'où la raison pourquoi on voit cette augmentation. Ça reflète une peur dans la société. Oui, exact. Puis somme toute, je veux dire, c'est ça. Comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'armée. Nous, on est passé par les cadets. On a vécu et on a vu des belles choses dans l'armée canadienne. On a eu des belles expériences, puis on a appris des belles valeurs, puis on a décidé de pas aller là-dedans. Parce qu'on avait des désirs et des objectifs différents, mais puis aussi qu'on n'est pas, comme tu dis, on n'est vraiment pas pro-guerre, on n'est pas pro-armes. Ouais. Je pense que certaines limites, c'est difficile d'être pro-guerre, excepté pour certaines personnes. Oui, je pense que même les gens dans l'armée sont pas nécessairement pro-guerre. Ils sont pas pro-guerre, c'est ça. On n'est pas en train de dire que les gens dans l'armée sont pro-guerre, mais il y a certainement une fierté qui revient, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, que même nous, ayant baigné un peu dans ce milieu-là, on voyait pas autant qu'on est en train de voir en ce moment. Puis il faut reconnaître la passion et l'intention de ces gens-là d'être présents pour leur pays. Oui, puis, le climat explique la hausse. Ouais. Mais quand même, bravo à ceux qui s'enrôlent. Exact. Ça va être un training assez intéressant et assez intense. Oui. Ouais. L'armée canadienne est bien réputée dans les entraînements et dans la formation. Exact.
Mais ça a beaucoup de ces paramètres. On peut aller voir ici l'armée, l'économie. On peut voir la bourse qui capote un peu avec la question des tarifs. Ouais. Tout le monde a des craintes ici et là et tout le monde va réagir. Puis avec Trump, on ne sait jamais. Hein. L'épisode va sortir dans un mois. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver d'ici C'est là. vrai, ça. C'est rock'n'roll, mais... On vous parle de choses qui peuvent changer dans 45 minutes. Fait que... fait qu'on le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est la tendance qui fait peur, effectivement. Nous, du milieu académique, ça fait peur. Canadien, c'est pas un problème encore. En fait, ce qui arrive pour le milieu académique, c'est qu'on risque de recevoir des cerveaux qui n'iraient pas aux États-Unis. Pour nous, à court terme, seulement à court terme, ça va être bénéfique. Bon point. Bénéfique dans le sens que les universités vont pouvoir aller chercher des gens très talentueux et les attirer au Canada au lieu que les universités américaines les amènent. Puis on a des très bonnes universités au Canada. Très, très bonnes. Sont mal aimées, encore quelque chose qui est mal aimé. Puis j'imagine que c'est simplement un problème de proximité. Les gens ont tendance à se dire il faut aller aux États-Unis parce que c'est des universités qui paraissent mieux sur un CV. On a des universités qui paraissent très bien sur CV, exact. mais 3. Ouais. Toronto, UBC, puis McGill. Exact. Si on fait la liste. Mais n'empêche qu'il y a des super bonnes universités. Oui. Puis oui, on a vu tous ceux qu'on a invités qui venaient d'institutions différentes. Exact. Même si on va dans les blagues là, contre l'UQAM, les spécialistes de l'UQAM qu'on a invités étaient top-notch. Phénoménal, ben oui. Des grands spécialistes dans ce qu'ils faisaient. Donc... Ouais. Bref, il y a l'option de s'enrôler dans l'armée, mais aussi les universités. Oui, aller à l'université, c'est le fun, l'université. C'est une belle liberté intellectuelle qu'on va se chercher à apprendre à critiquer absolument tout ce qu'on voit. Ben, ça fait environ... Ouais, ça fait 1 heure. Oui. Parce qu'on a bien discuté. Ben oui. Voulais-tu conclure en nous expliquant un peu... tes plans pour la prochaine saison? Parce que là, on entame une 2e saison bientôt. On se fait un plan d'action, mais comme j'ai précisé rapidement en début d'épisode, je commence le doctorat en septembre. Plutôt loin. Je m'en vais à Hamilton. C'est pas Vancouver, c'est pas... Mais c'est Toronto. mais c'est quand même plusieurs heures de distance. Fait qu'on va changer un peu notre approche, mais on veut quand même continuer à faire le même principe. On va changer la façon qu'on va faire nos enregistrements. Toi, tu voyais la saison 2 comment en termes d'épisodes? Tu pensais qu'on allait garder la saison à peu près de la même longueur? Oui. Il y a aussi une question des fois de possibilités. Hein. Là, ça donnait que ça donnait 10. Quand même un certain travail, donc c'est ça qu'on vise. Idéalement, c'est sûr, ça va être un peu plus. Cet été, ça se peut qu'on fasse aussi d'autres projets comme ça, un peu plus simples pour nous, et qui permet d'avoir un certain contenu, je pense, intéressant, et de garder peut-être un peu plus proche de l'actualité aussi. Ouais. Alors que si on parle d'un sujet académique, on est un peu ailleurs. Des fois, on est proche de l'actualité, mais des fois pas du tout. Là, on pourra parler d'actualité académique aussi un peu plus. Et ça va être nous deux, ça va être facile. Et on a de la bière, ça c'est un gros plus. On enregistre dans les universités, dans les locaux. Donc, on pourrait... si on suit les règlements, on n'a pas le droit de bière. Et... Oui, mais j'avais pas envie de me faire mettre dehors la première saison. Si on devient plus populaire puis on devient plus connu, on prendra des risques. Là on prendra les risques puis les universités après diront. Non mais c'est parfait, non, c'est vrai, puis tu sais c'est bien précisé, tu sais on enregistre dans les universités, puis on apprécie énormément la possibilité de faire ça, de se faire prêter des locales. On sait que des fois la qualité audio varie, on s'en excuse. On fait vraiment du mieux qu'on peut pour essayer de rendre les locales les plus aptes à enregistrer, mais c'est aussi une question de facilité pour les gens qui ont la gentillesse de venir faire les épisodes avec nous. Parce que le plus dur de notre travail, c'est pas de la recherche avant l'épisode, c'est pas de se rendre, c'est pas de se préparer, c'est de faire matcher l'horaire de tout le monde et d'être capable de trouver un endroit où c'est accessible à tous nos invités, parce que
dans le milieu académique, les professeurs, pour ceux qui y sont, les gens qui sont au bac, si vous pensez que vos professeurs ils enseignent seulement 2 cours semaine puis qu'ils font rien d'autre le reste de leur temps, que vous avez tort. Trouver un temps libre pour un professeur, c'est ça le plus tough de notre job. On pourra en reparler parce qu'il y a un problème là-dedans. Ils font beaucoup de bureaucratie inutile. Ils font bien des choses que je trouve inutiles. On en reparlera. Puis c'est un problème aussi dans cette distanciation entre université et public. Les professeurs sont amenés à faire des tâches qu'ils ne devraient pas faire. Exact. Mais bref, c'est ce qui nuit aussi à la possibilité de les mettre ensemble. Et nous aussi, on a nos horaires. Donc, Ça complexifie, l'organisation des épisodes. Mais cela dit, si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, vous voulez apprendre sur des choses, écrivez-le en commentaire. Envoyez-nous un courriel. Si vous trouvez mon courriel. Non, c'est une blague. Écrivez-le en commentaire, je pense que ça va être plus simple. Ou si vous avez un professeur, vous dites, lui, il est fantastique, j'aimerais l'entendre un peu plus sur ses recherches. Donnez-nous son nom, on va voir si on peut l'inviter. Exact. Si vous avez des suggestions, c'est tout le temps bien. J'ai plusieurs idées pour la prochaine saison. On garde certaines tendances. Dans les épisodes, on veut des gens qui aient quand même un certain lien ensemble. Mais sinon, on est assez libre. Hein? On peut inviter bien qui on veut. Tant qu'ils acceptent, puis que ça soit possible, on ne fait pas de discrimination envers qui que ce soit ou quelconque sujet. On essaie d'aller un peu partout, dans toutes les disciplines, dans tous les départements. Évidemment, on ne peut pas tout faire là, en une saison, mais non, c'est ça. On va essayer d'aller chercher un peu ailleurs aussi la prochaine saison. Ouais, mais voilà, écrivez-nous. On le fait jamais, ça, mais je vais le faire. Là. On est sur YouTube, Instagram, TikTok aussi. TikTok aussi. Allez nous suivre, écrivez-nous si vous avez des suggestions. Ce que vous voulez savoir sur le milieu académique, sur les types de projets que vous aimeriez voir, si vous avez des idées pour nous de thèmes, mais il y a aussi des trucs que vous aimeriez voir, si vous voulez qu'on aille plus vers les étudiants ou qu'on parle de trucs qui sont axés plus vers c'est quoi être un étudiant aussi. Ça peut être d'autres types de sujets qu'on y va. Là, on a beaucoup de plaisir à parler de la science, nous, de parler avec des professionnels, mais on a aussi beaucoup d'expérience en tant que gens qui ont... Michael, il enseigne. Moi, j'ai été auxiliaire, j'ai fait des trucs de correction, on a fait des recherches, on a fait du terrain aussi, on connaît beaucoup de gens qui ont eu des expériences de terrain, puis je pense que ça peut être des sujets intéressants. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-nous savoir. On peut réfléchir à d'autres idées de petits épisodes spéciaux à gauche, à droite. Là, je pense qu'on va garder le thème de la science des sciences axé sur la vulgarisation de sujets comme on fait présentement, mais comme Michael disait, si on est capable de trouver des petits épisodes spéciaux qu'on est capable de faire à gauche à droite, nous d'avoir des petits sujets, des sujets qui vous intéressent qu'on peut aborder ensemble, ça nous ferait absolument plaisir, puis ça peut faire des petits épisodes. Oui, surtout cet été. Exact. On a du temps, de toute façon. Ouais. non, on n'a pas beaucoup de temps, mais ça serait très le fun aussi. Mais si vous avez des idées, des choses que vous voulez apprendre sur ce milieu-ci, on est un peu là pour ça. On pourrait peut-être aussi faire intégrer certaines entrevues que je peux faire à distance, bien facile aussi, si c'est des connaissances qu'on n'a pas ou qu'on ne peut pas avoir facilement sous la main. On peut aller la chercher et l'amener ici aussi. Ouais. C'est un peu ça le but. Le nom va peut-être changer. On ne gardera peut-être pas pour ce type d'émission-là la science des sciences. On va trouver un nom entre-temps. On a un mois pour y penser. Peut-être le divan des sciences ou quelque chose du genre. J'aurais aimé le bar des sciences, mais c'est déjà pris. Oui, ça aurait été bon, mais ça aurait pris plus d'alcool. C'est ça. On peut régler ça. On a fait 1 heure, on peut faire une 2e heure. Hein? Comme Mike Ward, tu nous écoutes. Ça va finir comme ça. Ça va finir qu'on parlera plus pantoute de ça va science, être les alcooliques des sciences. Ouais, voilà. Donc, sur ce, on peut conclure l'épisode comme... Est-ce que je le fais? Oui. Sur ce, on vous remercie et on vous dit à la prochaine fois.